Voilà, donc merci, Monsieur Sarr. Euh, je suis Monsieur Yolen, professeur de français. Alors, qui a fait ses débuts, disons, en tant qu'élève pensionnaire d'un internat privé catholique à Thiès. Donc, mission catholique Saint-Julien-Aymar de Thiès. Après l'obtention du CFE, on m'a mis donc dans une famille d'accueil donc à Tivaouane, où j'ai continué à être, n'est-ce pas, donc en relation en ligne avec cette comme encore mission-là, jusqu'à l'obtention du bac. Suite à cet examen-là, je suis venu donc à l'UCAD, où j'ai été orienté au département donc de l'aide moderne, c'est-à-dire français, où j'ai eu à décrocher donc le duel 1, duel 2 à l'époque parce que c'était l'ancien système. La licence, donc certificat de licence, la licence complète. Après, je me suis inscrit donc en maîtrise, obtenu donc le certificat de maîtrise, après la maîtrise complète avec la soutenance de mon mémoire de maîtrise, sous la direction de M. Djen, Ibra Djen, spécialiste de la littérature française du XXe siècle. Suite à cela, j'ai été sélectionné donc pour le DEA. J'ai fait donc le diplôme d'études approfondies que j'ai obtenu avec la mention très bien, donc juste après l'obtention de la maîtrise. Ou après, je me suis inscrit en thèse de doctorat, où j'ai fait quand même 3 ans, avant donc d'être, disons, enseignant, avant d'être donc affecté à Thiaroye, où je suis donc depuis pratiquement 2009-2010. Donc 16 ans, peut-être 17 ans, où je suis donc en tant que prof de français. Voilà. Merci, M. Ndiolé, pour ce brillant parcours. Comme vous l'avez dit, vous avez fait des études en lettres modernes. Maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé à faire des études en lettres modernes? Bon, disons, la particularité, ou en tout cas ce qui peut-être pourrait être la raison, en réalité c'est là où, moi je le dis toujours à mes élèves, c'est que j'étais dans une école privée catholique, où la plupart des cas, les enseignants qui nous avaient mettaient l'accent sur la langue française, parce que c'était des prêtres, d'accord. La plupart des cas, la concurrence entre élèves, c'était de lire telle œuvre, de finir telle œuvre, de venir le présenter, parce que chaque week-end ou les mercredis, on allait voir, n'est-ce pas, donc le préfet se présenter donc pour faire la synthèse d'un livre qu'il nous avait prêté auparavant, n'est-ce pas, pour montrer aux autres, n'est-ce pas, qu'on lit mieux et qu'on lit plus vite. D'accord, c'était ça. Donc ça, à mon sens, était ce qui a déclenché ce goût-là pour la littérature, ou en tout cas la lecture. Et encore, quand je suis allé au collège, bon, disons, je ne travaillais pas les mathématiques en réalité. J'étais sûr qu'en réalité, parce que le niveau de langue, j'avais quand même un niveau de langue bon, acceptable, d'accord, ce qui me permettait donc d'avoir de très 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 bonnes notes donc, dans les langues, d'accord, pas seulement en français, bien entendu en anglais, après en espagnol et autres. Bon, histoire géo dans les langues, de toute façon, c'est ce qui m'a permis, après le BFM, donc j'ai complètement négligé les mathématiques, et je dis souvent à mes élèves qu'au bac, bon, si ma mémoire est bonne, je crois avoir obtenu 3, je pense bien, pas plus, au baccalauréat. Donc, je pense bien que ce qui a été la raison qui m'a poussé à opter pour les lettres, c'est en réalité donc c'est au niveau déjà de l'école élémentaire, voilà, avec les prêtres où c'était en réalité donc pratiquement plus les lettres que les sciences quoi en réalité, voilà. Ok, merci M. Ndiolé. Maintenant, depuis combien de temps enseignez-vous le français? J'enseigne officieusement depuis 2004, ça fait 22 ans, d'accord, donc 22 ans, 2004. Après, maintenant, officiellement, donc, quand je suis venu au lycée Thiaroye, donc année 2009-2010, comme ça, d'accord? C'est-à-dire, peut-être, donc depuis 2004, je suis dans les classes, ouais, si on fait le cumul. Donc, ça fait 22 ans, voilà. Merci, 22 ans d'expérience, Voilà. Donc c'est quelque chose. Maintenant, quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus souvent? Les difficultés en tant que professeur qu'on rencontre dans les classes, avec les élèves et partout, et les difficultés, il y en a partout. Maintenant, nous, profs de lettres, je vais le dire, je vais insister sur, d'abord, nous, en tant que professeurs, on sait maintenant le niveau d'évolution de la société, des mentalités, qui fait que souvent l'enseignant n'est pas perçu comme il le fut auparavant. Ce qui fait que souvent, il y a des problèmes, d'accord, de concordance entre donc l'enseignant et souvent, donc, disons, l'apprenant, c'est-à-dire l'élève. Alors, les problèmes, c'est des problèmes souvent de discipline,
avec les élèves, d'accord, des problèmes de discipline. Mais pour parler de mon cas, je veux le dire, et peut-être les élèves qui vont suivre après, ils le confirmeront. Moi, j'ai ma méthode à moi, qui est une méthode un peu martiale militaire. Je ne renvoie pas d'élèves. Tu as un comportement indiscipliné, on se le montre dans la classe. Je ne te mets pas dehors, tu restes dans la classe. Je sors l'indiscipline aussi que j'ai mise dans ma poche, et puis après, tu te mets dans les rangs comme les autres. Moi, c'est comme ça. Ça veut dire que, peut-être on dira, oui, non, ça, c'est pas la méthode appliquée, la méthode, disons, qui est recommandée. Mais moi, personnellement, je ne renvoie pas d'élèves. Au lycée, auparavant, on est à David Diop, je mettais les élèves à genoux. De 15h à 19h. Souvent, il y a monsieur, comment est-ce qu'il s'appelle, monsieur Ndao Agé qui est là, il en est témoin. J'avais une seconde LA 2018. Donc, quand ces élèves-là font tel, je les mets à genoux et ils restent à genoux jusqu'à la fin même du cours d'après. C'est-à-dire que je cours avec eux de 15h à 17h. Et après, il y a M. Ndao qui vient de 17h à 19h. Je dis à M. Ndao, donc vous m'excusez, mais ces élèves-là doivent rester à cette position jusqu'à la fin de votre cours. Il faut... Maintenant, le lendemain, je leur exige de faire quoi? D'avoir dans leur cahier la leçon qui a été faite, alors qu'ils ne pouvaient pas recopier. Et ils le font. Donc, bon, disons, c'est une méthode, disons, qui m'est personnelle, d'accord? Mais je sais que je ne le fais pas dans le but d'humilier ou dans le but de faire mal, mais dans le but tout simplement de montrer à l'élève que l'élève, vous ne pouvez pas être au même niveau que l'enseignant, d'accord? Vous êtes élève, donc vous devez vous soumettre à l'autorité, d'accord? Nous qui sommes là en tant qu'enseignants, nous avons une autorité à laquelle nous nous soumettons. Donc l'élève aussi doit avoir une autorité à laquelle il se soumet. Voilà. Donc, pour la discipline ou pour les élèves, moi, c'est comme ça que je me comporte. Sinon, bon, voilà. Merci. Merci, M. Ndiolé, pour les réponses. Maintenant, en tant que spécialiste de la littérature, comment vous faites pour motiver vos élèves à s'intéresser à la littérature? Bon, voilà. Vous savez, c'est difficile, disons, souvent avec, bien entendu, les réalités du moment. Par exemple, avec les outils, par exemple, les outils de la technologie, d'accord? Malheureusement, les élèves ont beaucoup plus, n'est-ce pas, d'opportunités, de chances, n'est-ce pas, donc d'accéder aux livres. Mais malheureusement, ce qui devrait être une opportunité pour eux est devenu malheureusement une entrave, donc un blocage. C'est-à-dire que l'élève a tendance à être esclave, donc, du téléphone, au point maintenant de négliger, n'est-ce pas, l'objet papier, c'est-à-dire que l'imprimer. Alors qu'en réalité, même quand vous lisez, et que cette lecture que vous le faites à partir, n'est-ce pas, d'un document PDF, à partir d'un ordinateur, la plupart des cas, vous vous rendez compte que vous ne vous sentez pas dans la chose, d'accord? Vous ne vous sentez pas, bien entendu, dedans. Alors quand vous avez l'objet, le papier, moi, je lis, il y a un professeur d'université qui nous disait, M. Flaubert, qui nous disait, on lit crayon à la main. Donc, lire un crayon à la main suffit simplement que vous avez le document sur vous et que vous avez un crayon. À chaque fois que vous lisez un passage intéressant, vous soulignez, vous encadrez, il y a des mots importants, d'accord, vous soulignez, après vous allez consulter le dictionnaire pour pouvoir comprendre le sens, ainsi de suite. D'accord, c'est-à-dire là, on est beaucoup plus en contact avec le document et on se l'approprie. D'accord, mieux, bien entendu, qu'avec et d'ailleurs, avec disons, la version PDF, on se fatigue vite. D'accord, on a des problèmes souvent, des problèmes d'yeux. Ça arrive à pas mal de gens, n'est-ce pas, qui sont souvent collés à l'écran. Voilà. Donc, moi, comme encore, la manière dont je motive les élèves, c'est simplement leur dire en réalité, qui ne lit pas, n'écrit pas. Si vous ne lisez pas, vous ne produisez pas. On ne peut produire que quand on lit. Parce que les livres sont les ailes de l'inspiration. C'est-à-dire, dans les livres se trouve l'inspiration. Donc, et ça permet que l'élève ne soit pas un automate. Ça permet à l'élève d'être original dans sa production, dans sa réflexion. D'accord? Quand vous lisez, vous avez beaucoup plus n'est-ce pas, donc, de liberté, d'autonomie, parce que vous découvrez énormément pas mal de choses, n'est-ce pas, qui vous font sortir tout simplement de cette, de ces lapalissades-là souvent que les élèves vous font. C'est-à-dire que ces recopiages-là, ces phrases stéréotypées, d'accord, qu'ils collent à tout bout de champ, d'accord, sans même en comprendre le sens. Voilà. Voilà, donc,
les motiver en leur demandant simplement d'être en contact, de fréquenter les bibliothèques dans les quartiers maintenant. La bibliothèque ici, j'avais une fois suggéré à Monsieur Lo, une année, lors d'une réunion, comme ça on avait organisé, j'avais dit à Lo, mais il y a possibilité que cette bibliothèque-là, que par exemple, une classe de première, dans son emploi, il y a 8 heures, 10 heures français et peut-être 10 heures, 12 heures. L'élève ne fait pas cours, il doit revenir vers 13 heures ou même dans l'après-midi. Mais il y a moyen de dire à cette heure de 10 heures à 12 heures, on met lecture. D'accord? Que cette classe-là soit, n'est-ce pas, comme encore encadrée au niveau de la bibliothèque, n'est-ce pas, qu'ils lisent. Et qu'on ne soit pas là à lire que les œuvres au programme. C'est-à-dire qu'on lit tout. D'accord? La lecture, il ne faut pas être là à être esclave du programme. D'accord? Le programme, c'est juste un canevas qui est dégagé. Mais maintenant, j'encourage d'ailleurs les élèves à sortir, n'est-ce pas, donc, des œuvres au programme. Parce que aussi, ça empêche cette liberté-là, n'est-ce pas, qu'on cherche. Voilà. Donc, les encourages, on ne l'a pas. Parce que ça leur permet aussi, parce que nous, profs de français aussi, on souffre. Quand vous ne lisez pas, mais vous produisez n'importe quoi. Les élèves, ils te produisent des phrases qui ne comprennent pas. Quand tu écris une phrase que toi-même tu ne comprends pas, comment est-ce que celui qui va lire cette phrase pourra la comprendre? D'accord? Ça veut dire que, et cela, la raison principale, c'est qu'on ne lit pas. Et quand on ne lit pas, on n'a pas un niveau de langue. Le niveau de langue requis, n'est-ce pas? On n'a pas. D'accord? Le premier, qui peut voir qui fait des phrases, il y a le premier qui fait des phrases sans verbe, qui ne sait pas qu'il y a virgule, ou même qui ne sait souvent pas qu'après un point, on commence à mettre tel. Bon, voilà, je crois que la lecture peut régler beaucoup de choses à ce niveau-là, à mon sens. Voilà. Merci, M. Ndjolé. Vous abordez une question importante, c'est la place du livre. Maintenant, le livre est toujours importante à l'ère du numérique? Oui, je le pense. Je pense que le livre, rien ne peut remplacer le livre, à mon sens. D'accord? Parce que, je l'ai dit tantôt en parlant donc de la lecture, parce qu'il parle de lecture, il parle de livre. Donc, quel que soit le niveau de développement de la société, le livre ne saurait être relégué au second plan. Le livre, d'accord, et la société. Le livre, c'est la culture. Le livre, c'est... Parce que c'est la langue. Amadou Kourouma, pas Amadou Kourouma, Mahili Gassama disait que la langue et la culture sont liées. La culture fait naître la langue entretient la culture. Donc ça veut dire que on ne peut pas, il y a une connexion entre le livre et la vie. Parce que ce qui se trouve dans les livres donc ont une documentation, ont une dimension sociologique, en ce sens que les livres reflètent notre histoire, n'est-ce pas, notre manière de vivre, d'accord, nos relations, les relations interhumaines, d'accord, nos relations avec les autres. Donc le livre, c'est l'homme d'une manière générale, d'accord. Donc le numérique, à mon sens, ne saurait en aucun cas remplacer le livre. Enfin, moi, c'est ma position. Et là, je suis très branché à ce niveau-là. Vous avez commencé à l'aborder entre la question, entre la littérature et la société. Mais comment la littérature peut-elle influencer la société? Oui, d'accord. Cette question-là, elle est importante dans la mesure où, parce que la littérature, d'abord, elle est faite par ceux qui composent cette société-là, c'est-à-dire les hommes. Donc, la littérature, elle agit sur les consciences. Et puisque maintenant, cette littérature agit sur les consciences, je disais aux élèves de terminale, que je leur avais donné un exercice de dissertation sur le propos de Hugo dans Hors des Ballades. J'aurais été soldat si je n'étais pas. Alors je dis, mais la similitude que l'auteur veut créer entre le soldat et le poète, c'est que le soldat, lui, il est défenseur, il défend une société, il est une sentinelle, il joue le rôle de sentinelle de la société, le soldat avec une arme maintenant. Maintenant, l'arme du soldat crache du feu. Et que ce feu-là peut faire des victimes, soit peut faire des morts, ou peut faire des blessés, en tout cas peut faire des dégâts. Maintenant, contrairement à ce soldat-là qui a une arme qui crache du feu, et maintenant le soldat, le poète, a une arme. Laquelle arme, c'est la plume, et cette plume ne crache pas du feu, mais crache des mots. Lesquels mots agissent sur la conscience, et que ces mots peuvent parvenir à changer les mentalités. Donc la littérature a cette puissance-là, a ce pouvoir-là. Vous savez, bon,
un peu, il y a une dose de chrétien en moi un peu, il faut le dire. J'ai un peu lu la Bible. Alors, dans la Bible, dans la partie Saint-Jean, il est dit, le Verbe c'est Dieu. Le Verbe c'est Dieu. Il se fait chair, il est parmi nous. Le Verbe c'est la parole. Donc la parole est action. Et la littérature est la parole. Cette parole peut devenir action. Donc bien entendu, donc c'est-à-dire que en réalité, la littérature donc, peut effectivement agir sur les consciences. Si vous vous rappelez, M. Sarr, vous permettrez, au bac de 2017, à l'occasion de la fraude la généralisée en 2017, le sujet qui a remplacé le premier choisi, c'était un propos de Friedrich Hölderlin. À quoi bon des poètes en temps de détresse? Donc la question c'était qu'on devrait montrer d'une part que les poètes sont inefficaces quand le peuple est en situation difficile. Et que dans la deuxième partie ou l'antithèse, si vous voulez, il fallait montrer en quoi les poètes peuvent être utiles en situation difficile. Donc maintenant, là vous me parlez de livres ou de lecture, donc je vais transcender la dimension du poète pour parler de l'écrivain, en tout cas de la en général. Maintenant, ce que peut faire l'écrivain dans une société en crise, c'est quoi? C'est simplement contribuer au changement des mentalités. Diderot avait dit rendre la vertu aimable, le vice odieux, le ridicule saillant, tel est le projet de tout homme qui prend la plume. Donc l'homme de lettres, son objectif principal, c'est de contribuer, n'est-ce pas, à la, comme encore, au changement des mentalités, à lever des consciences. À mon sens, David Diop, n'est-ce pas, donc l'école porte le nom de David Diop que je cite, et malheureusement que les élèves, en tout cas pour la plupart, ne connaissent pas. David Diop dit dans un texte très courant dans l'œuvre Coup de pilon, d'ailleurs sa seule œuvre poétique, d'ailleurs, parce que mort très jeune quand même, 33 ans, 27 de 60, ça fait 33 ans, David Diop dit dans Défi à la force, toi mon frère, au visage de peur et d'angoisse, relève-toi et crie non. Là, il ne le dit pas avec l'art, il le dit avec la littérature. Maintenant, quand il le dit, il est dans une perspective de contribuer à quoi? À l'appel à la révolte, en tout cas à la résistance d'un peuple qui était dominé, était pratiquement donc, on faisait croire à ce peuple-là que tu n'as pas de civilisation, que tu n'as pas d'histoire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas le blanc, c'est Bob Marley a dit dans Rhythm Sanction que emancipate yourself from mental slavery, not but how self can free how man. Émancipez-vous de l'esclavage mental parce que personne d'autre que vous ne viendra vous libérer. Maintenant, c'est au noir de se libérer. Donc, cette littérature-là peut jouer ce rôle-là. Le rôle de libérateur. Ça peut. Le rôle à jouer dans la société. Effectivement. Merci. Maintenant, comment les élèves perçoivent-ils la littérature aujourd'hui? Bon, comment les élèves perçoivent la littérature, c'est, vous savez, les élèves ont souvent un rapport conflictuel avec déjà la lecture, un rapport très 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 difficile avec la lecture. Je ne parle même pas des livres, mais même des cours qu'on fait en classe. D'accord, le lendemain, tu leur poses des questions sur ce qui a été fait hier. D'accord, en moins de 24 heures, ils oublient. C'est-à-dire déjà, le problème c'est que, voilà, il y a un problème à ce niveau-là. Les élèves, bon, il y a quand même quelques élèves, moi, donc, puisque j'ai des livres à la maison, et souvent les élèves m'envoient avec les livres, souvent ils me disent, monsieur, bon, je les encourage à m'emprunter des livres, souvent ils me disent, monsieur, donc je voudrais que vous prêtiez tel, je leur dis maintenant, je donne ce livre aujourd'hui, la semaine prochaine tu me remets le livre et je t'en donne un autre. Ça veut dire que donc, il y a des élèves qui aiment lire, il y a des élèves qui lisent, et quand vous leur dites, mais alors, quel livre avez-vous lu? Ils te disent, non monsieur, nous lisons des histoires à travers Wattpad. Wattpad, tel tu dis, mais écoutez, ces histoires de Wattpad là, c'est des histoires de quartier, c'est des histoires de famille, c'est des histoires de mœurs là. Allez au-delà de Wattpad, c'est quelqu'un qui s'est mis dans sa chambre et qui invente une histoire comme ça. Allez au-delà. D'accord? Donc, quand même, il faut, je l'avoue, donc, bon, c'est mon constat. Je constate que quand même que les élèves ne lisent pas. S'ils lisent aussi, ils lisent mal. Voilà. Merci, M. Ndiolé. C'est un constat que tous les professeurs de français font. Maintenant, quelles sont les erreurs les plus fréquentes chez les élèves et comment vous faites pour corriger, pour les aider éventuellement à dépasser ces erreurs, à les corriger? Les erreurs que les élèves font pour la plupart, c'est
les questions sont tellement liées que pratiquement j'ai l'impression de me répéter. C'est-à-dire que les erreurs que les élèves font, en tout cas moi je parle de ma discipline, en français c'est les fautes. D'accord? Moi, les fautes les plus élémentaires, hein, les fautes les plus élémentaires, je leur dis, mais attention, vous avez été à l'élémentaire. Votre parent, votre papa, votre maman vous a payé le syllabaire. Dans ce syllabaire-là, on vous enseigne qu'est-ce qu'une syllabe. Comment couper un mot. Oui. Un élève de terminale qui arrive au bout de la ligne et qui te met T là-bas pour aller à la ligne pour écrire R, pour écrire terminal. Il met T et va à la ligne pour écrire terminal. Je dis, mais attends, un élève de terminale. Autre chose encore, et sur laquelle, bien entendu, donc, des choses sur lesquelles j'insiste, par exemple, ils ont l'accent aigu, l'accent grave. D'accord? Quand est-ce qu'il faut mettre accent aigu? Quand est-ce qu'il faut mettre accent grave? Je le dis, mais attention, la règle est simple. Accent grave, quand la syllabe qui suit est muette, vous mettez accent grave. Vous écrivez élève, accent aigu, L, accent grave. Pourquoi? Parce que la syllabe qui suit est muette, donc vous mettez accent grave. Si la syllabe, comment vous mettez accent aigu, si la syllabe n'est pas muette, et la plupart des cas aussi bon, histoire de la langue, parce que aussi, malheureusement, je crois que c'est des règles qui sont introduites ou qui sont en phase d'être introduites, l'élimination de l'accent circonflexe. Quand on l'élimine, on tue l'histoire. Parce que aussi, l'accent circonflexe élimine, en tout cas, l'accent circonflexe remplace un S. Alors, vous avez, on disait le latin festum, après on dit fest, après on a fait, on enlève le S pour mettre fait, on disait hospital, on enlève le S pour mettre hôpital, d'accord? On disait test, on enlève le S pour mettre tête, on disait asinum, après on dit asthme, après on enlève le S, on met âme. Donc ça veut dire, si on enlève ça, et moi j'insiste sur ça, hein, quand est-ce qu'il faut mettre accent, quand est-ce qu'il faut mettre. Donc les erreurs les plus fréquentes, c'est-à-dire en réalité, c'est des choses qu'ils négligent. Et moi, puisque souvent je suis sélectionné pour corriger certains concours, je donne l'exemple du crème. Quand vous ne mettez pas le point du I, quand vous ne mettez pas la barre du T, vous ne mettez pas l'accent grave, vous ne mettez pas l'accent aigu, c'est une faute. Donc, vous avez plus de chances d'être éliminé. Imaginez, vous avez un élève de terminale qui peut, donc après le bac, se présenter à ce concours-là. Si maintenant lui, il n'a pas conscience de la gravité des fautes qu'il commet, arrivé à ce concours-là, mais il a zéro. Il a zéro. Et pourtant, c'est des choses qu'on néglige en réalité. Donc, c'est des fautes. Moi, je le dis certainement, ils diront, oui, le profil est compliqué, oui, il est compliqué. Ils le disent, moi, c'est pas un problème. Mais moi, je le dis. En réalité, la langue obéit à des règles. Maintenant, ces règles-là, on doit les respecter. Vous les respectez, vous êtes en phase avec les règles de cette même langue, vous ne les respectez pas, n'est-ce pas, vous êtes en déphasage avec parce que la langue, c'est la grammaire. La langue, c'est la grammaire. Je dis aux élèves que quand je te dis un texte de Senghor, le retour de l'enfant prodigue, où Senghor écrit tiède avec TY, accent aigu DO, je dis, ça aurait été aujourd'hui, Senghor réécrit ce texte, il n'écrirait pas tiède avec TY, accent aigu DO. Parce qu'entre-temps, on a codifié la langue Wolof. Et que maintenant, puisque cette langue Wolof est codifiée, donc elle a des règles. Et ces règles-là, quand vous écrivez et vous faites des fautes, quelqu'un qui s'y connaît peut te dire, monsieur Sarr, vous avez commis une faute, on n'écrit pas ce mot de telle manière, on l'écrit de telle autre manière. Maintenant, puisque la langue mais quand même des règles, mais ces règles-là, il faut les respecter. D'accord? Et la base, c'est... Donc, la lecture, si vous ne lisez pas, vous n'avez aucun fondement, vous n'avez aucune connaissance en grammaire. Hein? Voilà. Avez-vous un souvenir marquant avec vos élèves? Souvenir manquant, oui, j'en ai quand même plusieurs, mais je vais en citer un, vous dites un souvenir. L'année dernière, là, heureusement que les élèves avaient pris, donc, avaient une image de cette scène-là. Nous avons au lycée, je crois, parce que j'en ai eu pour la deuxième fois l'année dernière, on reçoit des non-voyants au lycée. D'accord? On reçoit des non-voyants, c'est-à-dire des aveugles. Et on nous a affecté aussi une dame qui s'occupe du braille. D'accord, c'est-à-dire que le braille, ça porte le nom de celui qui a inventé l'écriture pour les aveugles. Alors, quand on a devoir, donc vous faites le devoir, vous faites le devoir, après vous
à l'avance, vous donnez l'épreuve à la dame qui va traduire l'épreuve en braille, ce qui va permettre à l'aveugle d'avoir l'épreuve le jour de l'administration de cette épreuve-là. Alors, l'élève, le non-voyant, donc va, bien entendu, composer à partir du braille que la dame a traduit. Vous avez compris? Maintenant, après, la dame reçoit encore le travail du candidat, c'est-à-dire du non-voyant. Elle va transcrire ça en français pour que je puisse corriger. Vous avez compris? Donc, il y a ce travail-là. Alors, l'année dernière, les élèves m'ont fait une surprise et imaginez, c'est lui-même qui a lu le discours. C'est-à-dire le non-voyant lui-même qui tenait le discours et qui lisait. Ouais, donc, Abla ici, il s'appelle. Donc, je le salue au passage. Donc, un élève dévoué, d'accord, qui vraiment, qui n'est jamais en retard, qui n'est jamais absent. D'accord, véritablement, qui m'a marqué. Bien entendu, j'en ai énormément. Quand même, on a eu, les élèves, c'est une famille. D'accord. Bon, on a souvent quelques déceptions par moment, d'accord, mais quand même, ainsi va la vie. Donc, des déceptions, il y en a, mais quand même, nous gardons le côté positif. Voilà, merci. Maintenant, comment voyez-vous l'avenir de l'enseignement des lettres? Bon, de plus en plus difficile, hein, parce que quand même, nous, on est menacés de l'intérieur, on est menacés de partout. Déjà, vous parliez tout à l'heure comment encore, du numérique, tout à l'heure, vous en parliez. Donc, déjà, l'IA, problème de l'IA, et moi, M. Ndiaye, qui est ici prof de français, l'année dernière, on s'est parlé parce qu'il était dans le Nord, moi, j'étais donc ici à Thiès. Au retour de l'examen, il me dit dans notre centre, il y a le prof d'espagnol, je pense bien, me dit que le prof d'espagnol, un correcteur, donc en espagnol, l'élève certainement avait le téléphone et a demandé à l'IA quel est le titre du texte. L'IA lui répond, en donnant la réponse, pose la question encore en espagnol pour donner la réponse. Donc, ça veut dire que l'élève reprend la même question, mais en espagnol. Vous avez compris? Ça veut dire que le prof a soupçonné que l'élève a dû poser la question à l'IA et l'IA, en lui répondant, a posé la question, maintenant pas en français, mais en espagnol. Vous avez compris? Oui. Donc, pour dire en réalité que l'enseignement des lettres, moi, à mon sens, ce sera très, très difficile. D'accord? Avec, bien entendu, cette menace qui va créer ce lot du numérique. D'accord, parce que quand même, avec l'IA, on manque d'autonomie, les élèves ne réfléchissent plus, c'est des automates. D'accord, ça veut dire ce que vous écrivez ne vient pas de vous. D'accord, c'est là. Et ça, c'est qu'ils ne savent pas. Je le dis, je vous laisse dans la salle, avec vos zones, avec vos téléphones, sortez, connectez, je donne un sujet, sortez, comme encore, votre téléphone, connectez-vous, posez la question à l'IA. Moi, je saurai ce qui est IA et ce qui est humain. L'IA, c'est-à-dire ce qu'on appelle une froideur. L'intelligence artificielle dégage une certaine froideur. Nous, êtres humains, il y a toujours des traces de l'humain dans ce que nous faisons. Vous avez compris? C'est différent de l'IA. Quand vous lisez un texte produit par l'IA, vous le sentez. C'est-à-dire c'est un peu à la perfection, mais malheureusement une perfection un peu mécanique. D'accord, mécanique. Il n'y a pas, alors qu'en réalité, si c'est humain, on le sent déjà avec les imperfections, peut-être quelques petites incohérences, d'accord? C'est pas, parce que quand même, on vous dit, nous, on fait des erreurs, vous avez compris? Donc, maintenant, l'erreur, c'est ce qui nous diffère de la machine. D'accord? Voilà, donc, moi, à mon sens, ce sera compliqué à cette, n'est-ce pas, période-là ou à ces temps-là, donc véritablement d'enseigner les lettres, quoi. Voilà, d'abord, je vous remercie déjà, M. Sarr, vous qui êtes un collègue, donc que j'apprécie beaucoup, M. Sarr. Alors, donc, le mot de la fin, c'est dire merci à ceux qui m'ont accueilli à ce plateau-là, d'accord? Et peut-être encourager davantage les élèves, parce que quand même ils sont à David Diop et je ne cesse de le dire et je crois l'avoir une fois dit à M. Sen et lors d'une séance, d'une rencontre, parce que la plupart des cas en fin d'année, l'administration, M. Sen, donc souvent organise une rencontre, n'est-ce pas, donc de motivation avec les élèves donc candidats aux examens, surtout les élèves de terminale. Alors, je l'ai une fois dit en réalité que vous avez une chance d'être à David Diop, parce que David Diop, quand même, c'est une école. Moi, j'ai fréquenté pas mal d'écoles privées avant de venir à David Diop. J'ai fait, je crois, je suis à ma 11e année ici.
Alors, moi, je sais que David Diop est une école, d'accord? Que je sois là, que je ne sois pas là, David Diop est une très grande école, n'est-ce pas? Où en réalité, les élèves reçoivent un enseignement de qualité. S'ils ne le savent pas, qu'ils le sachent, d'accord? Ils ont d'excellents professeurs, n'est-ce pas? Qui font correctement leur travail. Et aussi, l'administration aussi, monsieur Lo, monsieur Sen, on voit leurs efforts, les efforts qu'ils font, d'accord? Voilà, ils sont, je parle d'un fait, par exemple la reprographie, il m'arrive de venir, de faire un travail de terminer, d'accord, d'avoir besoin d'un texte. Je peux, là où je suis, envoyer un message, envoyer par WhatsApp un texte à M. Sen. Avant que je ne descende des escaliers, j'arrive, il me dit j'ai déjà tiré. C'est-à-dire que dans d'autres lieux, on vous dira, bon, la photocopie, tel, il faut attendre 48 heures, il faut attendre tel jour pour avoir tel. Donc la documentation est disponible. Donc, si véritablement les élèves veulent apprendre, ils apprennent. Les profs sont là, l'administration est là pour les accompagner et je crois que c'est ça. Donc, j'encourage, bien entendu, félicite aussi l'administration, félicite tous les collègues donc, à davantage donc, œuvrer dans ce sens. Voilà. Merci. Merci.